Donc voilà, aujourd'hui, deuxième cours sur Platon. Je voudrais profiter d'abord de ce deuxième cours pour reprendre ce que j'avais dit d'une manière qui ne m'avait pas complètement satisfaite la semaine dernière, enfin il y a 15 jours maintenant, lors de ce premier cours. Au fond, ma première séance, pour donc ceux qui l'avaient manqué, c'était une séance qui avait trait à la difficulté finalement de lire le texte de Platon. Je m'étais demandé, au fond, quels sont le type de difficultés qu'on va rencontrer en lisant la République, en essayant de la lire. Et pour résumer en une phrase, finalement, ce que j'avais essayé de dire en 1h30 de cours, c'est que les difficultés de lecture qu'on rencontre face à Platon, elles tiennent à ce que c'est un texte philosophique. C'est-à-dire un texte dont on peut s'instruire, c'est-à-dire pas simplement s'informer de l'opinion d'un penseur mort depuis bien longtemps, mais finalement un texte dont on peut tirer une compréhension de soi, de la vie sociale, politique, de soi et des autres. Cette démarche, la recherche et le désir de comprendre, elle est par elle-même difficile. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est pas forcément aisé de s'informer de la pensée de quelqu'un, c'est-à-dire finalement juste d'aller faire des recherches historiques, mais il est peut-être moins aisé encore d'essayer d'avoir un rapport à un texte où on peut être disposé à y trouver des réponses aux questions qu'on se pose par soi-même, c'est-à-dire à en tirer la matière d'une réflexion pour soi-même. Donc, les difficultés du texte, elles tiennent au fait que c'est un texte philosophique, d'accord, et qu'il est dur donc de faire de la philosophie. D'autre part, ce texte est difficile à lire et la philosophie est difficile à pratiquer parce qu'elle est, en un premier sens, incertaine de son propre résultat. C'est en ce sens-là qu'un texte de philosophie est dur, c'est qu'on ne sait pas où il va nous mener et que comprendre ce qu'on pense, comprendre ce que ça peut vouloir dire que la justice, la vérité, etc., toutes ces grandes notions sur lesquelles on va réfléchir, ce type de recherche échappe sans cesse, et c'est en ce sens-là qu'il est difficile de philosopher, c'est parce que justement il est difficile de se satisfaire du savoir assez précaire qu'on arrive à établir le temps d'un moment, dans une compréhension, on peut toujours y revenir, c'est ce que j'avais dit un peu la dernière fois. Donc une incertitude qui tient à la nature du savoir, mais aussi d'autre part, et c'était un des autres aspect de mon propos la dernière fois, une incertitude qui tient, c'est par là, donc, je t'en prie. Donc une incertitude qui tient à l'objet du savoir. Comprendre, c'est toujours comprendre ce qu'on pense, mais ce qu'on pense, ça échappe sans cesse. Comment véritablement s'assurer de ce qu'on pense, c'est ça qui est difficile dans la philosophie. D'autre part, cette démarche est incertaine parce qu'elle suppose une forme d'engagement moral. Et j'avais assez longuement évoqué cette question-là. Concrètement, lire un texte de philosophie, puis lire Platon, entre autres, ça prend du temps. Si ça prend du temps, ça veut dire que ça implique un certain choix sur l'emploi de son temps. C'est ça la liberté, d'abord, c'est de savoir à quoi on va consacrer le prochain quart d'heure. Ça va être libre. Donc, il est difficile, finalement, de prendre sur son temps l'espace d'une réflexion, l'espace d'une lecture, et on peut même se demander s'il est bien sérieux de consacrer une partie de son temps, qui on le sait est précieux, à la lecture d'un texte de philosophie, à la réflexion philosophique elle-même, et de consacrer au sein de la nébuleuse de la philosophie, de consacrer du temps à lire Platon et pas un autre. Pour dire que peut-être des auteurs vont nous parler un peu mieux que lui. Voilà. Donc ces deux incertitudes, celle donc qui porte sur l'emploi du temps et puis celle qui porte sur la nature même des résultats qu'on peut attendre, c'est ce qui rend la pratique de la philosophie et la lecture d'un texte comme la République de Platon difficile. Cependant, à mon sens, c'est ce que j'avais essayé de dire la dernière fois aussi, la grandeur de l'œuvre de Platon, elle ne tient pas uniquement au fait qu'il a écrit une œuvre qui est philosophique, c'est-à-dire qui va tenter de satisfaire un désir de savoir, et qui va trancher une question morale, qui va en effet considérer par exemple que la vie philosophique est une vie qui mérite d'être menée. C'est-à-dire que n'importe quel auteur de la philosophie va consacrer une partie de son temps à discuter, à élaborer, à lire, à écrire. Voilà. Simplement, Platon fait plus que ça. Il écrit une œuvre philosophique, c'est-à-dire une œuvre qui est à la fois une recherche de la vérité et une sagesse, parce que c'est la défense d'un mode de vie philosophique, à travers évidemment le personnage de Socrate, mais plus généralement, il la défend en acte, en consacrant sa vie à
la production d'une œuvre. Donc, bien sûr, il écrit une œuvre de philosophie et d'autres l'ont fait peut-être avant, en tout cas très certainement après lui. À mon sens, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que la grandeur de son œuvre, elle tient plutôt à ce que, faisant œuvre de philosophie, c'est-à-dire produisant une œuvre philosophique, elle pose en même temps le problème de la philosophie, de la nature de la philosophie, comme simple possibilité humaine, parmi d'autres. Elle met en scène, c'est peut-être sa supériorité sur d'autres œuvres, ce qui en fait, à mon sens, une porte d'entrée pour la réflexion philosophique privilégiée, c'est que cette œuvre met en scène la difficulté à philosopher, non pas pour celui qui l'est déjà, c'est-à-dire qui est déjà un peu convaincu que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour se poser ces questions-là, de faire les efforts de compréhension qu'ont exigé des textes, je sais pas, de Kant ou autres, mais elle la met en scène, cette difficulté, à l'égard du non-philosophe, c'est-à-dire de celui qui est taraudé par la possibilité qu'incarnait pour Platon Socrate, c'est-à-dire la possibilité d'une vie humaine consacrée à la pensée, ça veut dire. Justement, l'intérêt de Platon, c'est que tout en faisant de la philosophie, il nous met en scène l'interrogation de savoir est-ce qu'il faut en faire. Donc, quelle est, en ce sens-là, la supériorité de l'œuvre de Platon? C'est que Platon prend conscience du fait que, enfin, il le sait bien, que les philosophes ne sont pas seuls au monde, que la philosophie existe dans un monde où tous ne sont pas philosophes, c'est bien, mais aussi où tous n'estiment pas qu'ils doivent l'être. Il est possible de faire bien d'autres choses. Et même dans le monde dans lequel on vit, on sait qu'il n'est pas innocent de faire de la philosophie. Platon le sait parce que son maître Socrate, en un sens, l'a payé pour ça, a payé pour cela. Il en est mort de sa pratique de la philosophie. Et pourquoi est-ce que, au fond, la pratique de la philosophie, dans son rapport à la non-philosophie, c'est-à-dire aux autres, est quelque chose de compliqué? On le voit à travers la figure même de Socrate, à laquelle il faut revenir tout le temps quand on lit Platon. C'est que Socrate n'invite pas tant à confronter les opinions, à dire finalement qu'est-ce que tu penses, je sais pas, d'Obama ou d'autres choses, et pas dans la discussion de salon ou dans la conversation. Ce qui l'intéresse, c'est essayer de faire en sorte que la discussion puisse faire émerger une norme commune, une vérité commune. C'est ça l'objet du dialogue, arriver à s'entendre véritablement. Non pas s'accorder, ce qui est bien sympa de temps en temps, les plaisirs de la conversation, mais parler non pas pour converser, mais parler pour s'entendre. C'est-à-dire mesurer le fait qu'on peut s'entendre en vérité sur certaines choses. Or, les exigences de l'entente, les exigences qui auraient à essayer de s'entendre vraiment sur ce que c'est que le juste, etc., elles sont radicales et elles sont extrêmement polémiques. Parce que pour arriver à se convaincre, par exemple, qu'on peut s'entendre sur ce que c'est que la justice, il va falloir quand même qu'on examine un petit peu ce qui tient lieu pour nous de justice, c'est-à-dire nos opinions, qu'elles soient politiques ou morales. Donc le dialogue, il suppose, ce que j'avais essayé de montrer la semaine dernière, il suppose cette aptitude, qui est l'examen socratique, qui consiste à juger, à mettre à distance nos propres opinions. Alors tout ça, c'est très facile d'en parler. Tout le monde sait que la philosophie est la critique des opinions. Qu'il s'agit justement d'avoir un recul critique, d'essayer de considérer d'autres points de vue. Bon, ça, à la limite, on le sait bien. Mais c'est une pratique qui est très exigeante et qui est très délicate, parce qu'elle va supposer de faire l'épreuve du doute. L'épreuve du doute, ça veut dire deviner que peut-être ce que l'on tient vrai est en fait pure illusion. C'est en ce sens-là où j'avais dit la semaine dernière que la philosophie, c'est le soupçon de l'âme à l'égard d'elle-même. Se dire, bon, finalement, ça se trouve, je suis complètement... le fait même que je pense être quelque chose que je pense quelque chose pourrait dissimuler le fait que je me trompe. Bon, cette espèce de paranoïa fertile, c'est le sens de l'examen socratique. Donc, c'est en ce sens-là où j'avais parlé la dernière fois de l'image de la caverne. Faire de la philosophie, c'est se dire que ça se trouve, on est justement dans une caverne. C'est-à-dire que tiens, tout ce que l'on va tenir pour vrai est en fait une illusion de vérité. Car précisément, et ce soupçon est fertile, c'est quand on se croit raisonnable qu'on est aveugle. C'est quand on se croit dans la vérité que justement on se trompe. C'est quand on se croit aussi, je développe un peu cette idée, c'est quand on se croit parfaitement honnête, qu'en réalité on est injuste et peut-être inhumain. Je vais prendre un exemple qu'on trouve chez Platon. Au début de L'Eutyphron, Socrate parle avec un prêtre qui va traîner en justice son père pour impiété. Et Socrate lui demande, on pourrait trouver que c'est un peu impie
de s'attaquer à son propre père, toi qui as l'air d'être parfaitement sûr de ce que c'est que le bien ou le mal, dont ta propre action à laquelle tu te livres avec une espèce de satisfaction de soi bien bourgeoise, etc. Finalement, c'est peut-être que de l'ingratitude. Il est trop facile donc de penser que d'une certaine manière les mauvaises choses, les erreurs ou les actes injustes arrivent avec écrit en gros sur leur front je suis une erreur ou je vais faire une connerie. Le mal ne se connaît pas lui-même, c'est son propre. Être dans l'erreur, ça veut dire ne pas savoir qu'on se trompe. Et au contraire, comprendre, c'est sortir de l'erreur. C'est en ce sens-là où le soupçon à l'égard de soi-même, c'est-à-dire que peut-être justement, moi qui ai l'impression d'être parfaitement en accord avec moi-même, d'avoir mes opinions, d'avoir mon jugement, le soupçon socratique, il nous amène à dire que c'est peut-être mal barré si j'ai cette certitude-là de moi. Elle dissimule peut-être les mêmes aveuglements que je peux, du reste, souvent dénoncer chez les autres, sans forcément les apercevoir en moi-même. Et le fait d'avoir deviné en quoi est-ce que l'erreur, justement, ou l'injustice ne se donne pas immédiatement comme telle, c'est-à-dire qu'il ne se donne pas dans la transparence, d'un énoncé. Alors évidemment, si l'erreur s'annonce d'elle-même, on ne peut plus se tromper, donc il n'y a plus d'erreur. Bref. Donc ce soupçon-là, il nous permet de définir la philosophie, ce que j'avais dit la dernière fois, comme une possibilité. Il est possible de se rapporter à soi-même sur un autre mode que celui de la confiance ou de la conviction. La philosophie, c'est cette possibilité. Je ne suis pas obligé d'adhérer à moi-même ou de souscrire absolument à ce que je pense être vrai. Je peux au contraire essayer de penser sous réserve ou de te dire tiens, finalement, il faudrait peut-être réexaminer. C'est ça l'attitude socratique et c'est en un sens le cœur du platonisme, cette incertitude à l'égard de soi-même qui rend possible la connaissance de soi. Et j'avais essayé de montrer en quoi est-ce que cette attitude, elle dérivait, ou en tout cas elle trouvait à s'incarner dans la figure du Socrate ironique, de l'ironie de Socrate. Car justement, l'ironie, je l'avais dit là encore à la dernière séance, c'est une dissimulation de la différence, qui s'instaure entre d'une part l'aveugle, celui qui parle, qui croit parler par lui-même, mais qui parle d'un discours qui est celui de l'opinion, du conformisme, etc., et de celui qui sait qu'il ne sait rien. Pourquoi est-ce que Socrate est ironique ? C'est parce que lui, il sait qu'il a en face de lui des aveugles. C'est-à-dire des gens qui se croient trop eux-mêmes, avant même d'avoir examiné. En ce sens-là, l'ironie socratique n'est pas une forme de mensonge, une manière de ruser avec les autres. C'est bien plutôt une manière de dissimuler, de manière magnanime, sa supériorité à des individus dont il sait qu'ils ne vont pas le comprendre. En ce sens-là, l'ironie, elle dissimule l'inégalité entre les hommes, qui existe, et c'est ça, je pense, s'il y a une aristocratie platonicienne, elle se comprend comme ça. Il y a une inégalité entre les hommes, mais qui existe non pas comme une inégalité d'espèce, c'est-à-dire il y aurait des gens qui seraient en eux-mêmes supérieurs aux autres, je sais pas, les riches seraient d'une espèce supérieure aux pauvres, etc. C'est pas une inégalité d'espèce, mais une inégale lucidité à l'égard de soi-même. L'échelle des valeurs qui existent entre les hommes, d'un point de vue platonicien, elle consiste à se demander lesquels sont dupes d'eux-mêmes et lesquels se connaissent eux-mêmes, c'est-à-dire réalisent l'impératif delphique que vous trouvez au fronton de l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Et donc, s'il y a une hiérarchie humaine pour Platon, elle s'instaure ici, entre les aveugles qui croient penser ce qu'ils ne pensent, qui croient penser ce qu'ils pensent, c'est-à-dire, par exemple, Céphale, qui, quand il va dire, Céphale qui est le personnage au tout début de la République, qui est un vieux monsieur, qui va dire, bon, bah voilà, moi j'ai été juste, pourquoi ? Bon, j'ai été jeune, j'ai fait un peu mes conneries quand j'étais jeune, et puis, en vieillissant, je me suis un peu calmé, je suis devenu raisonnable, maintenant, au seuil de la mort, je paye mes offrandes aux dieux pour vivre comme il faut, j'ai nui à personne, j'ai pas trop menti, et j'ai gagné de l'argent, j'ai fait fructifier mon capital. Socrate lui dit, bon, si c'est ça la sagesse, c'est une sagesse bourgeoise, pragmatique, qui repose entièrement dans l'argent. C'est ce que la remarque que lui fera ironiquement Socrate, en disant, bon, finalement, il suffit d'être riche pour être sage, après ce que tu dis. Et, bon, j'avance pas, je développe pas plus là-dessus, mais cette idée, c'est que s'il y a une supériorité, une inégalité entre Socrate et Céphale, elle tient au fait que Céphale ne se doute même pas que ce qu'il
que son propos moral est un propos qui est le comble de l'immoralité. Puisqu'il estime que, en gros, finalement, la morale, c'est une question d'âge. Voilà, on a tous, au début, fait un peu n'importe quoi parce qu'on était jeunes, mais en vieillissant, on se calme. On ne parle pas de morale, on ne parle pas de choix, on ne parle pas de liberté. Or, il ne se rend pas compte. De la même manière, quand il dit, voilà, il est plus facile d'être juste quand on est riche, c'est dire concrètement que les pauvres sont nécessairement des gens injustes et des gens dangereux. Il ne se rend pas compte que là-dessus, il y a un jugement moral qui est lourd de conséquences. Mais effectivement, il ne se rend pas compte parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. C'est pas lui qui pense, c'est la société qui pense à travers lui. Donc, en ce sens-là, la hiérarchie qui s'instaure et qu'exprime l'ironie, c'est une hiérarchie qui va départager les hommes en fonction de leur degré de lucidité à l'égard d'eux-mêmes. C'est ça le sens socratique de l'ironie. C'est du moins ce que j'avais essayé de dire. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous ne comprendrons nous-mêmes Platon. C'est-à-dire si on fait l'effort, si on prend le temps de le lire, si on fait l'effort de le lire, nous ne comprendrons que dans l'exacte mesure où nous serons capables de nous y comprendre nous-mêmes, en le lisant. C'est-à-dire que le texte platonicien, il nous demande d'avoir cette disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps sur sa propre vie pour le lire, mais en même temps, il nous contraint à essayer justement de faire naître en nous ce soupçon de l'âme à l'égard d'elle-même, qui est la définition que j'avais donnée un peu de la philosophie. Et c'est en ce sens-là qu'on aura vraiment, d'une certaine manière, ce qu'on peut penser de la République dépend véritablement de ce qu'on veut y chercher, c'est-à-dire du type d'engagement qui préside à cette lecture. Et c'est pour ça que je termine sur ce rappel sur la difficulté. J'ai dit qu'il était difficile de nous instruire de Platon. Peut-être plus encore que d'œuvres qui vont opposer les difficultés techniques. Kant, c'est difficile parce qu'au début, on ne comprend rien à sa langue. Mais une fois qu'on a compris sa langue, d'une certaine manière, il se donne avec une certaine naïveté, il dit ce qu'il a à dire. Chez Platon, tout est toujours caché. Et c'est pour ça qu'il est peut-être plus difficile que d'autres, car il nous demande justement de trancher dans le vif toutes ces incertitudes de la vie philosophique. Est-ce que ça vaut le coup d'écouter Socrate? Est-ce qu'on ne perd pas un peu son temps? Voilà, la mise en scène dialoguée fait que le lecteur est toujours un peu obligé de trancher, de se dire où ça va, etc. Est-ce qu'on se moque de moi ou pas? C'est pourquoi donc nous instruire de Platon est difficile, puisqu'il est un peu la pierre de touche de nos propres aveuglements. Bon. Voilà ce que j'ai voulu dire la semaine dernière. Aujourd'hui, je voudrais passer un peu à autre chose, mais vous allez voir, c'est le prolongement de tout ça. Je voudrais qu'on commence la lecture du livre, et on ne va pas la commencer par le début. J'avais déjà un peu expliqué la dernière fois pourquoi. C'est parce que ça fonctionne un peu comme un cercle. La République, tout se renvoie, c'est une œuvre qui est très bien faite, donc il y a plein d'allusions internes. Donc j'ai décidé qu'on commencerait par le début du livre 2, c'est-à-dire en zappant tout le livre 1, sur lequel je vais revenir après quand j'aurai vraiment développé ce que j'ai à dire sur l'intervention de deux personnages, Glaucon et Adimante, au début du livre 2. Et donc je voudrais commencer par ce livre 2, et en particulier par un des textes, un des plus beaux textes, des plus connus de Platon, qui est le mythe, le récit de l'anneau de Gygès, qu'on trouve donc en République 2. C'est le passage donc, que je vous ai donné en photocopie, qu'on trouve sur le site. Alors, pourquoi commencer par là? C'est parce que je vais essayer de vous montrer en quoi est-ce que Glaucon et Adimante, qui sont tous les deux les frères de Platon, qui sont les interlocuteurs de Socrate, à part du livre 2, à la fin, il n'y a plus que 3 qu'on entend parler, c'est que Glaucon et Adimante posent enfin philosophiquement le problème de la justice. Tout le livre 1, on parle de la justice, mais on n'en parle pas philosophiquement. Et je pense que ça sera fertile de relire le livre 1 à partir du moment où on aura en tête le livre 2, parce qu'on pourra comprendre en quoi est-ce que justement Céphale qui parle au début du livre 1, Polémarque ou Thrasymachus ne font pas de la philosophie. Et on s'en rend compte que si on a un peu une idée de ce que c'est que poser philosophiquement le problème qui nous occupe. Donc il y a une position philosophique du problème, que les autres avaient posé en un sens donc, formal. Je l'ai dit, les intervenants précédents, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas philosophes? Parce qu'ils n'avaient pas conscience du fait que ce qui parlait par leur bouche, c'était leurs préjugés, leurs opinions. Les idées, elles étaient pour eux, en un sens, l'expression systématique et directe des choses.
C'est-à-dire que quand Céphale nous explique que quand même il est plus facile d'être juste quand on est vieux et riche, ce qui est le comble de l'immoralisme, hein. C'est-à-dire que je m'occuperai de la morale quand je serai vieux et riche. C'est-à-dire qu'on fait, c'est la pire des, quelque part la pire des critiques qu'on peut émettre face à la possibilité de la morale. Mais quand il dit ça, Céphale a l'impression de dire quelque chose de bon sens. D'ailleurs, tous ses amis vieillards avec qui il parle au début sont d'accord en disant bah, oui, c'est vrai que tu es assez sage. Il est respecté, Céphale. Le propre de l'opinion, je l'ai dit, c'est en ce sens-là qu'elle a un aveuglement, c'est qu'elle prend systématiquement, je le répète, les mots pour les choses. Elle n'a pas conscience du fait qu'il y a une ambiguïté fondamentale entre l'opinion et le réel. C'est-à-dire que on ne se rend, je prends un autre exemple. De la même manière, hein, les opinions politiques, prendre cet exemple-là, elles s'énoncent toutes dans la conviction qu'il en est tel qu'on le dit. C'est-à-dire qu'on va commencer à je sais pas, il y a des grands mots comme ça en disant bon, la crise aujourd'hui, c'est la faute des spéculateurs, etc. Il y a une espèce de naïveté de l'opinion qui se donne, voilà, il suffit d'ouvrir les journaux, hein, on commence même tous nos raisonnements par ce type de formule. Dans ce genre de jugement, on ne met pas en doute le fait que, voilà, on sait ce que c'est qu'un spéculateur, on sait ce que c'est que l'argent, on sait ce que c'est qu'une crise. C'est-à-dire que finalement, l'opinion parle de choses dont elle ne sait rien, au fond, mais elle ne s'en rend pas compte parce qu'il est pour lui, pour l'opinion, pour elle, évident que les choses, que les mots disent les choses. C'est un peu abstrait, je vais reprendre un exemple que je trouve assez amusant, c'est un exemple que je fais chaque année quand je parle d'Aristote à mes élèves, surtout des TS des fois un petit peu arrogants sur le fait qu'ils sont censés être des scientifiques alors que nous on est des bavards en philo. Bon. Où ils me disent oui mais bon Aristote c'est un peu un imbécile, il savait pas que la Terre tourne autour du Soleil, il croyait que c'est l'inverse. De fait c'est vrai, il le croyait. Je leur dis bon maintenant vous savez quoi, qui a raison? Dire c'est Aristote qui a tort. En même temps, ne me parlez pas de science expérimentale parce que quand je me lève le matin, c'est le soleil que je vois bouger. Hein. Les élèves sont des fois désarçonnés, simplement quand on leur rappelle si la science est l'expression d'un fait, je suis désolé, Aristote est plus proche du fait que Galilée. Hein. C'est contre-intuitif de penser que c'est la Terre qui bouge. On n'a pas l'impression que la Terre bouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'opinion scientifique, comme l'opinion politique, comme l'opinion morale, elle se met dans une espèce de naïveté qui fait qu'elle est irréfutable, en un sens. C'est-à-dire qu'on trouve on trouve toujours des gens pour approuver nos opinions. Hein. Mais pour nous les expliquer, pour nous permettre de réveiller derrière les opinions tous les problèmes qui se cachent, c'est plus compliqué. Alors, donc je l'ai dit, que ça soit Trasimaque ou Polémarque ou Céphale, les intervenants précédents du dialogue, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que penser. Ils ont l'impression qu'ils sont dans la joute oratoire. Trasimaque s'énerve à un moment parce qu'il a envie de dire ce qu'il pense. Il a envie de dire son opinion, si vous voulez. Mais on n'est pas dans la philosophie quand on est juste en train de formuler ce type d'opinion. Parce que, justement, il y a cette inconscience de la nature problématique du rapport entre les mots et les choses. Pourquoi est-ce que tout commence avec Glaucon et Adimante? Pour le dire vite, c'est parce que eux, ils sont mus, leur parole est mue non pas par le désir de parler, leur parole, elle est mue par le désir de comprendre ce qu'il en est, j'ouvre les guillemets, par nature, c'est-à-dire en réalité. Si on fait attention, c'est pour ça que je vous ai donné ce qu'il y a un peu avant le mythe le mythe de l'anneau de Gygès, vous verrez que revient tout le temps dans la bouche de Glaucon cette idée de dire qu'en est-il par nature? Qu'est-ce qui par nature sépare le juste de l'injuste, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est justement d'aller au fond des choses. Mais quand vous demandez qu'en est-il en réalité, vous supposez qu'il y a donc une manière de parler des choses qui est fausse. C'est pour ça qu'il va opposer constamment ce qui est par nature à ce qui est par convention ou par apparence. C'est en ce sens-là où Glaucon manifeste une nature philosophique. C'est qu'il soupçonne que justement tout n'est pas clair, tout n'est pas naïf, tout n'est pas donné dans une espèce d'unanimité. Il y a un envers des choses, il y a une ambiguïté entre le réel se cache. C'est ça ce dont va témoigner Glaucon en évoquant donc constamment cette idée de dire qu'en est-il par nature, hein, est-ce que par nature le juste est supérieur à l'injuste, etc. Hein. En ce sens-là, je le dis, la philosophie, elle se manifeste chez Glaucon et Adimante par un désir de réalité. Elle suppose, on l'a déjà dit, le soupçon que le réel n'est pas où on croit. Il y a une inquiétude philosophique. Mais au-delà de cette inquiétude
à l'égard de l'illusion, il y a une fin véritable d'être dans le vrai, c'est-à-dire dans le réel, dans les choses. La philosophie en ce sens-là est un désir d'accéder au réel derrière la barrière des conventions ou des apparences. Relativement à la question de la justice, savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste, alors je l'avais dit, ça recouvre une problématique morale. Qu'est-ce qu'il est bon ou juste de faire pour soi-même, mais ça recouvre aussi une question politique. Quelle est la cité juste? Qu'est-ce qu'une cité bien organisée? Bon, avoir un désir philosophique de réel à l'égard de cette problématique morale, ça veut dire qu'on va essayer de savoir ce qu'il en est de la justice réellement, par nature, et non suivant les conventions. Ça suppose que Glaucon, et on va le voir, est tout à fait prêt à parler en méprisant le discours des conventions. Il sait qu'on va être impoli, on va dire des choses, tout à l'heure, vous allez voir, dire des choses qui se disent pas, qui se font mais qui se disent pas. Glaucon les dit, c'est en ce sens-là qu'il est philosophe. Parce que précisément, ce mépris des conventions va l'amener à poser la question de l'essence, la question de la nature. Pour résumer, Glaucon, dont on va suivre, c'est lui qui parle dans les pages que je vous ai données, Glaucon il est philosophe en ce qu'il désire apprendre, s'instruire, mais surtout en ce qu'il sait que les choses sont doubles. Il sait que il s'est déjà dépris de l'opinion. Je fais une parenthèse, c'est la grande difficulté de former en philosophie. C'est-à-dire qu'on peut former en philosophie que des gens qui sont déjà prêts à être philosophes. C'est-à-dire que le conflit direct entre l'opinion et la philosophie n'existe pas. Ou alors il se donne sous la manière de l'ironie. C'est-à-dire on se parle, mais on ne parle pas exactement de la même chose. Mais la seule manière pour qu'un cours de philo, quelque part, marche, il faut que vous ayez en face des gens qui sont déjà prêts à se dire « Oui, c'est vrai, mes opinions, c'est peut-être pas terrible. » Et ça, on ne peut pas le susciter par un cours, et encore moins par des dissertations. Donc, c'est une des limites de notre enseignement. Mais Platon, en tout cas, qui n'avait pas ces problèmes de fonctionnaire du XXIe siècle, il se borne à exposer ça, quoi. À dire, finalement, on peut parler de philosophie qu'avec des gens qui ont déjà ce qu'il appelle une nature philosophe. On le verra un peu plus loin dans le texte. Bon. Donc, le propos qu'on va lire de Glaucon, il témoigne d'une compréhension de la division d'un concept central, qui est la division entre nature et convention. En grec, ça serait physis et nomos, la nature et la loi, ce qui est réel, ce qui est par soi-même, la nature, et ce qui n'est que par convention, c'est-à-dire par surcroît, sans nécessité, de manière très contingente. Ce discours sur la nature et la convention, en matière de justice, il va se développer en deux temps. C'est les deux paragraphes de mon texte, et c'est les deux choses, les deux moments de mon cours, où je vais essayer de consacrer un premier temps au premier paragraphe, qui est souvent négligé au profit du mythe de Gigès, qui nous appelle, et après, dans un deuxième temps, je parlerai du mythe en lui-même. Quel est pour passer un peu au texte et pour consacrer le reste de l'heure à ça, quelle est la grande leçon, en tout cas le grand défi que Glaucon, qui est philosophe, qui a un désir de philosophie, qui s'intéresse à la question de la justice, quel est le défi qu'il va lancer à la tête de Socrate? Il va dire quelque chose de très simple. Il va s'interroger sur notre capacité à faire la justice et à aimer la justice pour elle-même. Est-ce qu'il est naturel à un homme, encore, on ne parle pas d'hypocrisie ou de convention, est-ce qu'il est naturel pour un homme de courir après la justice pour elle-même parce qu'elle est un bien pour l'homme? C'est-à-dire que, justement, il va défendre la thèse contraire, c'est qu'un homme, par nature, ne désire pas la justice. Si nous sommes justes, c'est toujours par convention, c'est-à-dire par artifice, par contrainte, mais c'est pas par nous-mêmes. Être juste, honnête, alors on va mettre quelques exemples derrière, ne pas mentir, l'homme ne peut pas le souhaiter véritablement. Parce que ce qu'il souhaite, c'est dominer autrui, en avoir toujours plus, en un sens, et pour ça, il vaut mieux être traître, etc. Des fois, ça peut être utile de mentir si on veut, si on veut optimiser ses bénéfices, entre guillemets. Ce que Glaucon va dire, c'est que par nature, les hommes préféreront toujours pratiquer l'injustice
plutôt qu'être juste, parce que notre nature nous pousse à poursuivre le maximum de puissance, et que si nous sommes justes, c'est donc uniquement pour des raisons de convention, de circonstances. Et l'exemple de l'anneau de Gygès est central dans ce dispositif. C'est un très beau récit où il prend le meilleur des hommes, une espèce de berger innocent qui est là avec ses brebis, et il lui fait découvrir un anneau magique qui lui permet de devenir invisible. Et évidemment, l'histoire de Gygès du coup tourne mal, tout de suite. Gygès, une fois qu'il est sûr de posséder le pouvoir d'être invisible, c'est-à-dire d'échapper au regard des autres, au contrôle de la loi, il peut faire n'importe quoi, devient le pire des hommes, devient un tyran. Qu'est-ce qu'en conclut quelle est la conclusion de cette parabole, de ce mythe, c'est que l'homme n'est jamais juste par lui-même, mais qu'il l'est uniquement par contrainte. La preuve étant que dès qu'on cesse la contrainte, qu'elle soit sociale, psychologique, quelle que soit la forme qu'on veut lui donner, dès que cesse la contrainte, l'homme retrouve la nature. Dès que l'artifice social n'est plus sur nous, c'est notre nature qui parle, et notre nature, elle fait fi de la morale et de la justice. Ça veut donc dire que tous les gens, il y a une force de subversion terrible dans ce discours-là, alors que le con, c'est du sérieux. Ça veut dire que tous les discours sur la morale sont des discours hypocrites, d'une part. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit « mais non, il est important d'être juste, de payer ses impôts, etc. » Tout ça, soit c'est un naïf, c'est-à-dire qu'il y croit vraiment, mais c'est bien fait avoir. Et ça existe, les naïfs. Soit c'est un hypocrite qui dit ça parce que ça fait bien de le dire, mais qui, dans les faits, va agir, dès qu'il s'agit de lui, un peu autrement qu'il ne le dit. Donc, la charge subversive de l'anneau de Gygès, c'est ça, c'est de savoir est-ce que la justice peut être voulue pour elle-même, ou est-ce que nous ne sommes justes que par contrainte. Est-ce qu'il nous est naturel d'être juste? Ce que recherche Glaucon, et ce que recherche la République, qui est l'immense réponse que Socrate va faire à Glaucon et aux précisions, au second défi que va lancer Adimante juste après l'anneau de Gygès, c'est que ce que va essayer de montrer Platon, ou de suggérer Platon, on ne sait pas s'il le prouve ou pas, il faudra essayer de le voir, de trancher un peu par soi-même, mais c'est d'essayer de dire que, non, par nature, l'homme peut vouloir la justice. Ça, ce que Glaucon attend de Socrate, c'est qu'il lui dise la peinture de la nature humaine que je viens de faire, on va la décrire un peu précisément, cette peinture de la nature humaine, elle est fausse. C'est pas qu'elle est immorale ou autre, ça, Glaucon, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est que Socrate, qui prétend, on va voir pourquoi, qui semble suggérer qu'il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on peut vivre en homme juste sans être un naïf ou un fou, mais qu'on peut vivre en homme juste parce qu'on a compris que c'était là notre nature. Et qu'en effet, on est mieux, on est plus en équilibre avec soi-même, vivre sur la nature, c'est ça, on s'accomplit davantage en vivant en homme juste qu'en vivant en tyran, ce qui semble contre-intuitif. Donc, c'est en ce sens-là que le texte de République 2, de l'anneau de Gygès, me paraît, avec le complément qui serait, j'ai dit, le second défi d'Adimante, me paraît vraiment poser dans toute son ampleur philosophique la question qui domine la République, à savoir si la nature humaine est vouée à la justice ou à l'injustice. Qu'est-ce qu'il en est de la nature humaine, puisque l'idée qui domine en philosophie, en tout cas à travers Platon, c'est que le propre de la moralité, c'est de choisir sa vie, choisir quelle vie doit être menée. C'est ça la réflexion morale. Platon va nous demander, va mettre en scène deux interrogations qui est toujours sous-jacente, deux types de vie qu'on peut mener. Celle de l'ambitieux, dont on va voir qu'elle est concentrée finalement dans cette parabole de l'anneau de Gygès, et celle du sage, qui parviendrait ainsi à vivre heureux parce qu'il vivrait en homme juste. Donc, pour résumer, et puis je vais passer au commentaire du texte, le défi qu'on vient de décrire, c'est donc de prouver qu'il n'en est... ce qu'attend Glaucon, c'est que Socrate lui prouve qu'il n'en est pas ainsi qu'il vient de le dire, c'est-à-dire que les hommes ne sont justes que par contrainte, que par convention. Il faudrait au contraire, ce qu'il attend de lui, c'est qu'il lui prouve que la nature humaine a un pacte avec la justice, qu'il y a un lien intime entre le fait d'être juste et le fait d'être un homme. Parce qu'on va voir que le portrait radical du réalisme qui occupe le premier paragraphe de l'extrait suppose l'inverse. Donc,
lui prouver qu'il n'en est pas tel que le réalisme le pense. Lui prouver, plus fort encore, que la nature punit par elle-même l'injuste. C'est-à-dire que si je mens, c'est pas que j'irai en enfer, c'est pas qu'il y aura une instance, un espèce de super flic qui va me tomber dessus pour me dire tu n'aurais pas dû faire ça. Mais si la punition, si elle est naturelle, ça veut dire que le méchant qui ment, trahit, vole, etc., fait concrètement son propre malheur. C'est ça, et sinon, c'est ce qui donne une dignité à la morale. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous récoltez ce que vous semez. Ce que dit Glaucon, c'est qu'on a l'impression que les injustes récoltent la meilleure des vies. Ils vivent bien, ils ont de l'argent, etc. Ce que Glaucon attend de Socrate, c'est qu'il lui prouve qu'au contraire, la nature va punir les gens qui trahissent, les gens qui mentent, etc. Donc il y a un défi ici qui est très élevé, c'est-à-dire essayer de montrer en quoi est-ce qu'il y a une justice immanente à l'œuvre. Alors il la décrira à la fin, toute fin, cette justice. C'est dans le mythe d'Air du livre 10 qu'on comprendra peut-être au terme de la lecture. Mais ce défi, essayer de comprendre en quoi est-ce que la nature même de l'homme lui amène à rendre malheureux l'injuste, c'est ce que va essayer de relever Platon dans son texte. C'est en ce sens-là où je reviendrai en conclusion de ce cours. Pour Platon, le problème moral, que faire de ma vie, ou le problème politique, qu'est-ce que la société juste, reviennent à un seul et même problème, qui est central. C'est une des thèses auxquelles je tiens aussi en philosophie, c'est que les problèmes de morale ou de politique reviennent à une analyse de la nature humaine. Il faut savoir ce qu'il en est de la nature de l'homme. C'est-à-dire qu'au sens vrai, toute philosophie, pour jargonner un peu, toute philosophie est une anthropologie, une connaissance de la nature humaine. Puisqu'il va essayer de montrer justement que la morale n'a de sens que si on nous montre que le méchant vit mal des suites de la nature même de l'homme. Il est puni par lui-même. Donc, je reviendrai un peu là-dessus, c'est une des thèses, je pense qu'on peut défendre à partir de Platon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale sans anthropologie, sans connaissance de la nature humaine. Ce que montrera donc peut-être la République, pour continuer un peu la bande-annonce, c'est qu'en effet, l'injuste se détruit lui-même, que l'injustice, c'est la maladie qui ronge l'âme, qui va lui ôter sa puissance, sa force, et qui fait donc que les gens qu'on croit admirer, les rusés, les malins qui effectivement trahissent, mentent et tyrannisent les gens, qui sont en apparence les plus heureux des hommes, sont en réalité ceux qui sont les plus malades, avec ce grand paradoxe. Le tyran, pour Platon, doit en ce sens-là davantage être plaint, parce qu'il est malheureux. Un type qui a plein d'argent, pour Platon, et un mec qui vit comme un fou, et donc quelqu'un qui est à plaindre. Cette idée qu'on doit plaindre l'homme qui a réussi, en disant « mon pauvre vieux, t'es au pouvoir, t'es dégradé, quoi ». C'est ça le sens de la provocation socratique. On voit bien qu'il y a un renversement des valeurs qui est supposé par le platonisme, puisque on fait ce pari effectivement que l'homme qui, même dans les faits, est persécuté par les lois, et qui continue à être honnête, qui est la proie de tous les rusés, de tous les naïfs, est bien plus heureux, et bien plus homme, et bien plus heureux que le tyran qui le persécute. C'est en ce sens-là où l'objet de la République, comme de toute l'œuvre de Platon, c'est d'essayer de prouver ce que nul de sensé, je vais dire, en un sens ne peut croire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux subir une injustice plutôt que de la commettre. Le bon sens naïf, c'est qu'il vaut mieux être d'un certain côté du bâton. Parce que le platonisme et la morale philosophique, c'est de considérer que les gens qui tiennent le bâton sont à plaindre. C'est quand même un peu bizarre. Enfin, en tout cas, ça permet de mesurer l'ampleur de l'exigence morale qui est en œuvre ici. Alors, je voudrais analyser dans un premier temps donc le premier paragraphe que je trouve, voilà, je l'ai repris parce que j'avais faim de parler de l'anneau de Gigès, et puis finalement dans ma préparation j'ai passé plus de temps à lire le tout début en disant c'est quand même souvent négligé, c'est facile de passer assez vite sur des choses qui sont pourtant intéressantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier paragraphe ? C'est Glaucon qui va rapporter une parole. Regardez au début, il dit, eh bien, les gens affirment que, et puis il termine le paragraphe à ce qu'ils disent.
Donc il va rapporter une parole, un discours, qui est celui que je vais appeler, faute de meilleurs termes, le discours du réalisme. Il faut être réaliste, et quand les gens disent « je vais vous dire ce que c'est que le réel », on va être réaliste, on va parler des choses telles qu'elles sont, etc., on va entendre ce qui va suivre. Donc Glaucon va rapporter le réalisme vulgaire, enfin le réalisme commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce sens-là, il soumet une thèse. Il ne dit pas comme Thrasymach tenait un discours assez proche, moins rigoureux, mais assez proche. Mais Thrasymach, il y croyait dur comme fer. Ce qui est intéressant, c'est que Glaucon est déjà en train de dire, bon, il y a des gens qui disent ça, c'est une thèse, on va l'examiner. Il est dans une démarche qui est philosophique, il n'est pas aveugle sur sa propre conviction. Sur ça, après ce cours, si vous voulez feuilleter le début du livre 1, Thrasymach, il y croit dur comme fer. Il est dans l'aveuglement à l'égard de ce discours réaliste. Donc, premier point, c'est un discours rapporté qui considère le réalisme non pas comme une évidence qui va de soi, mais comme une thèse qu'il s'agit d'examiner. Donc, Glaucon réserve son assentiment. Deuxième point, cette thèse qui est rapportée, c'est celle, je l'ai dit, du réalisme vulgaire ou d'un certain cynisme qu'on peut résumer comme ça. Très clairement, les hommes ne sont pas honnêtes parce qu'ils jugent bon l'honnêteté, ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que être honnête, payer ses impôts, c'est un moindre mal. C'est réaliste, justement. Si on n'avait pas de précepteur d'impôts qui viendrait nous réclamer à la date fixe une portion de nos revenus, il est peu probable qu'on se rue à la perception d'impôts pour aller faire notre chèque. On serait même fondé à penser que les types qui vont aller faire du zèle auprès de la pression fiscale sont un peu des exaltés ou un peu des fous. En ce sens-là, le réalisme vulgaire, on y participe. Cette thèse-là, donc, c'est que la justice n'est ni aimable, ni un bien en soi, elle est un moindre mal, et on obéit parce que c'est utile, non pas parce que c'est bien. Je viens de la résumer un peu vite. C'est un cynisme, comme j'ai dit, qui est très commun, très partagé, mais c'est un cynisme qui est d'opinion. Je vais essayer de vous le montrer. Si la plupart des gens sont prêts, effectivement, à comprendre, à travers l'exemple des impôts, par exemple, que je donnais, qu'on ne fait pas, qu'on n'est pas juste, ou qu'en tout cas on ne fait pas son devoir de gaieté de cœur, c'est-à-dire qu'on est tous capables de comprendre et même de soutenir dans une certaine mesure ce réalisme-là, on n'y croit pas tellement. On n'y croit pas vraiment, parce que le plus souvent, les mêmes personnes qui vont vous dire « Ah oui, de toute façon, les impôts, ça sert que à engraisser le pouvoir, etc. Je fais ça parce que j'ai pas le choix. » Ces mêmes personnes-là, faut pas se faire d'illusions, sont celles qui vont payer leurs impôts. La plupart des gens n'ont pas le courage, qui est celui qui va être supposé par Glaucon, c'est de prendre au sérieux ce discours en disant si c'est comme ça, si effectivement les lois, la morale, c'est fait pour m'arnaquer, alors moi je vais prendre le pouvoir et je vais être du bon côté de l'arnaque. Donc le réalisme vulgaire, je vous le redirai, on est capable de le relayer comme une opinion, mais il se trouve que dans la plupart des cas, et sans doute fort heureusement, nous n'y cédons pas. Alors, par faiblesse. C'est-à-dire qu'on confirme à notre insu la thèse dont il est question. Alors, je vais lire un petit peu le texte, et ensuite je vais essayer de résumer en quoi consiste ce réalisme vulgaire. Allons-y donc. Eh bien, les gens affirment que commettre des injustices est par nature un bien, et que les subir est un mal. Mais que subir l'injustice comporte un excédent de mal sur le bien qu'il y a à le commettre. En conséquence, une fois qu'ils se sont infligés mutuellement des injustices, et en ont subi les uns des autres, et qu'ils ont ainsi goûté à l'un et à l'autre, il paraît profitable à ceux qui ne sont capables ni d'éviter de les subir, ni de prendre le parti de les commettre, de convenir entre eux de ne pas commettre d'injustice, de façon à ne pas en subir. Et on dit que c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à instituer leurs propres lois et conventions, et à nommer ce qui est prescrit par la loi à la fois légal et juste. Ici, Platon, par la bouche de Glaucon, qui rapporte lui-même une thèse extérieure, résume à peu près le sentiment général sur l'origine, il appelle ça la genèse, enfin le traducteur traduit la genèse. Ici, Platon résume la thèse commune sur l'origine des lois. Pourquoi est-ce que les lois sont faites ? Vous lisez une dissertation de terminale, ils disent tous la même chose,
on va vous dire, bon, la liberté, ça serait qu'il n'y ait pas de loi. Ça serait bien, je préfère ce que je veux. Mais, de fait, ça va vite être invivable, parce que si je fais ce que je veux, mon voisin il va faire un peu ce qu'il veut, et donc il va peut-être pouvoir me nuire. Donc ça va être la guerre. Donc, il va bien falloir que j'accepte des lois. Ce qui est intéressant, c'est que les lois, dans cette hypothèse, elles sont le produit d'un calcul. Un calcul, presque d'avantages et de bénéfices. On se dit finalement, le bien que je peux retirer d'une liberté sans loi, il sera important. Mais il est bien inférieur au mal qui pourrait être engendré par une société sans loi. C'est à peu près ce que dit Glaucon quand il dit, voilà, on fait la guerre, et une fois qu'ils se sont infligés mutuellement des injustices, et en ont subi les uns les autres, ils ont ainsi goûté à l'un et à l'autre, on sait ce que c'est que pâtir, on sait ce que c'est que faire du mal à autrui. Il paraît profitable à ceux qui ne sont capables ni d'éviter de les subir, ni de prendre le parti de les commettre, de convenir entre eux de ne pas commettre d'injustice. Parce qu'on a vu que justement, c'était plus douloureux de subir qu'il n'était profitable de frapper ou de donner pour soi. Donc, c'est le produit d'un espèce de compromis qui n'a rien de moral. Ici, ce n'est pas les grands sentiments. Mais qui nous amène à comprendre que les lois, dans le discours du réalisme vulgaire, ne sont qu'un espèce de compromis médiocre entre la meilleure des vies qui serait d'être injuste, d'en profiter un maximum sans rien devoir à personne, ça serait vraiment le pied, mais c'est quand même compliqué. Et la pire des vies qui serait, comme le dit un peu plus loin Glaucon, de subir toutes les pires atrocités sans jamais pouvoir se venger. C'est-à-dire n'avoir aucune manière de riposter. Donc en ce sens-là, les lois sont un espèce de compromis qui permet d'assurer à chacun un minimum de sécurité, mais effectivement qui s'acquiert au prix de brider nos propres ambitions. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire la fête, quoi. Donc ça donne une coloration à la moralité et aux lois, qui est la coloration un peu amère de la résignation. Être libre, ça serait faire ce que je veux, mais je peux pas, j'ai pas d'argent. C'est un discours commun, mais qui repose, et c'est ça la force du regard de Glaucon, il dit, bon, ça c'est ce qu'on dit, mais quelle est justement la pensée de la nature qu'il y a derrière? C'est que si cette thèse est vraie, ça veut dire que les hommes sont naturellement injustes. C'est ça qu'il faudrait retenir. Si cette thèse est vraie, ça veut dire que les hommes, dans leur nature, ont le goût de l'injustice. La nature veut le mal, c'est-à-dire le maximum de profit au détriment de tous. La nature, elle veut, il le dit un peu plus loin, elle veut la satisfaction des désirs, elle veut la domination, elle veut pas s'embarrasser de toutes ces contraintes extérieures qui sont la bienséance, etc. Donc, l'air de rien, derrière le cynisme commun, il y a une pensée de la nature humaine qui consiste à dire que l'homme est un salaud. C'est ça que ça veut dire. Alors, on sent, c'est amusant, quand vous lisez ça dans des copies de 17 ans, vous avez des gamins qui vous disent « Ouais, mais monsieur, les hommes, c'est des sales types. » Et quand on les voit, on se dit « Heureusement qu'ils ne pensent pas ce qu'ils pensent. » Heureusement qu'on sait bien, on voit bien que c'est que des opinions, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, parce s'ils étaient un tout petit peu conséquents, ils seraient des teignes. Donc, ce qui est intéressant dans l'opinion, c'est qu'elle fait pas justement, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais là, Glaucon voit très bien le type de thèse qui est mobilisé par ce jugement. C'est une thèse anthropologique qui consiste à dire que l'homme est mauvais par nature, qu'il ne trouve la paix que dans ce qu'on appelle socialement le mal, mais qui, du point de vue de la nature, est le bien. Satisfaire ses désirs, être une espèce de puits sans fond dans laquelle on va engouffrer tous les plaisirs, ça c'est ce que la nature veut. Alors c'est vrai que la Convention nous impose de brider nos désirs. La civilisation, deuxième point donc de cette analyse, ce qui naît de cette anthropologie pessimiste, c'est que la civilisation est un ordre de contrainte. On n'est pas là pour rigoler en société, on est là pour subir. C'est-à-dire que, deuxième point, deuxième conséquence anthropologique, l'homme n'est pas naturellement un être sociable. C'est pas dans notre nature, là, de parler, d'être ensemble. Il n'y a rien dans notre nature qui nous pousse à la sympathie à l'égard d'autrui. Si moi, je suis là en train de vous parler, et je suis à peu près calme et décent, c'est essentiellement... c'est essentiellement parce que j'ai été bien dressé, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a appris à refouler ma nature, à l'oublier,
Et surtout ne pas céder à ma nature. Je suis peut-être un naïf qui pense que voilà, je suis là pour relayer un discours de convention, pour dire que c'est bien, il faut payer ses impôts, etc. C'est pour ça qu'on nous paye, hein, quand même. Voilà. Donc, deuxième conséquence politique, ça veut donc dire qu'il y a de civilisation que par la contrainte. Concrètement, hein, ce que je dis toujours à mes élèves, quand ils me disent monsieur, voilà, la liberté, ça serait de faire ce qu'on veut, mais c'est pas possible, donc il nous faut des lois, c'est-à-dire qu'il nous faut des maîtres. On ne peut pas se plaindre, vous ne pouvez pas vous plaindre de la répression, parce que vous êtes dans une conception de la nature qui implique que la seule manière de vivre ensemble, c'est qu'on nous réprime. Donc voilà, il faut se taire, quoi. Donc c'est la deuxième conséquence. Hein. Nous obéissons non pas à des lois qui nous sont bonnes par elles-mêmes. Les lois civiles, elles sont mauvaises, elles vont contre notre nature, mais elles sont utiles. Elles nous permettent d'avoir cette vie végétative, cette vie de demi-homme, qui est celle de l'individu social à peu près mûr, qui vit en société, qui effectivement ne réalise pas sa nature, ça non. Hein, mais qui n'est pas non plus complètement tyrannisé, hein, qui vit d'une espèce de vie de fantôme. Les lois donc expriment un renoncement à la liberté naturelle. Elles sont un amer compromis avec autrui, extorquées par la nécessité. La vie sociale n'est pas une mission, une vocation qu'on aurait, celle du partage, par exemple, avec nos frères humains. Hein. Elle est une condition inévitable de laquelle il faut s'accommoder. Si effectivement, je peux pas mettre à fond ma musique à 2h du matin, c'est pas parce que je sais pas, j'ai mieux à faire et que la vie en communauté supposerait un véritable partage. Hein. Mais c'est parce que si je fais ça, je vais avoir les flics qui vont débarquer chez moi, etc. Donc il faut que je m'en accommode. Voilà. Donc la vie sociale n'est pas une mission ou une vocation qu'on aurait, ce serait la vocation de partager, de s'associer. Mais au contraire, elle est une contrainte dont il faut bien s'accommoder. En ce sens-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que cette conception de la justice n'a rien de moral, puisqu'elle est porteuse de sa propre négation. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que la conséquence directe qu'on en tire, c'est que dès qu'on peut échapper à la contrainte, on ne va pas se poser de questions, on va le faire. Si l'obéissance civile est la suite, d'une part, de la peur, je paye mes impôts parce que j'ai peur de l'amende, et d'autre part, de l'impuissance, je suis bien obligé d'obéir parce que de toute manière, je n'ai pas d'autres moyens de me faire respecter que d'appeler la police. Si l'obéissance civile n'a d'autre origine que la peur et l'impuissance, elle n'a rien de moral. Elle n'est pas un devoir. Elle est, ce que j'ai dit, une contrainte. Mais qu'est-ce qui va en découler? Ça veut dire que la morale va disparaître dès qu'on aura suffisamment de force pour s'en débarrasser. Hein. Regardez un peu plus loin vers la fin du texte, fin du premier paragraphe. Celui qui est capable de la commettre, cette injustice, et qui est vraiment un homme, n'irait jamais conclure une convention avec quiconque pour ne pas commettre ni subir l'injustice. Sinon, c'est qu'il serait fou. Qu'est-ce que veut dire Glaucon, développant la thèse du réalisme? Dire que si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes capable d'échapper à la pression fiscale, tout le monde vous prendra pour un cinglé si vous faites du zèle pour aller, comme je dis, faire votre chèque. La conséquence, c'est que dès que vous avez un tennisman français qui gagne un tournoi, il part s'installer en Suisse. Hein. L'évasion fiscale, c'est la preuve de la vérité du réalisme vulgaire qui s'expose ici. Hein. Et que, au contraire, je ne connais pas de tennisman ou de gens suffisamment riches pour se poser ce genre de questions, mais on peut parfaitement imaginer que dans un milieu de tennisman, le premier garçon qui va gagner son premier million et qui va se dire qu'est-ce que je vais en faire, et qu'on lui dit je vais rester en France pour soutenir l'effort national, vous pouvez être sûr qu'autour de lui tout le monde va se marrer. Hein. Voilà, c'est ce que veut dire Platon. Si vous êtes assez fort, vous n'êtes plus tenu par la loi, vous n'êtes plus tenu par la morale. Voilà les conséquences pratiques qu'on peut en tirer. C'est ainsi que résume donc Glaucon la position du réalisme vulgaire. Voilà donc la nature de la justice, voilà son espèce, et voilà d'où elle est née, à ce qu'ils disent. Pas ce qu'ils pensent. Il ne sait pas trop ce qu'il pense, il attend, il réfléchit. Mais il expose cette thèse-là. Or, ces conceptions que je viens de développer, comme j'ai dit, elles sont... c'est marrant parce qu'elles ne sont pas vraiment subversives. On n'entend que ça.
L'idée que voilà, on fait pas ce qu'on veut, que la loi n'est pas aimable par elle-même, mais qu'elle est juste utile. Cette doctrine du compromis qui se veut d'un cynisme désabusé, au fond, elle est très très commune. C'est ce qu'on dit. Mais, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on dit sans y penser. On n'y pense guère. Si on le dit, et si on l'assume de manière philosophique, c'est-à-dire si on se dit que, effectivement, c'est pas simplement le discours que je répète parce que je l'ai entendu. La plupart de nos élèves valent bien mieux, ou des gens valent bien mieux que ce qu'ils disent. Le comportement des gens est aujourd'hui, pour l'essentiel, la négation de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que le cynisme qui est partout professé, il est nié par le fait que, globalement, les gens sont plutôt bonnes pattes. J'approfondis pas ça. Mais quand vous avez un type comme Glaucon, qui est né d'une des plus grandes familles d'Athènes, qui est par sa mère, c'est le frère de Platon, qui est un descendant de Périclès par sa mère, qui a de l'argent, qui est jeune, qui est beau, qui est fort, lui quand il dit ça, quand il examine cette possibilité, c'est qu'il essaye d'examiner où est la justice, et qu'il se dit qu'en effet, il faut qu'il achève de s'émanciper de tous les scrupules moraux que peut-être une éducation d'opinion aurait pu susciter en lui. Parce que si on prend ce discours au pied de la lettre, à quoi on arrive ? Il y a 3 conséquences dont je voudrais vous parler. La première chose, première conséquence, j'en avais déjà dit, c'est que la vie sociale devient une prison. L'homme, il naît dans des fers, il est l'esclave de la masse, et la liberté de l'individu ne peut s'éprouver que dans l'évasion de la pression sociale. C'est d'ailleurs, je pense à ça, parler d'évasion fiscale, cette idée que voilà, la liberté, c'est de pouvoir s'émanciper des lois, c'est ça, déréguler, enfin être libre, respirer, ça veut bien dire que ça suppose cette anthropologie, cynique de la nature humaine. Si la vie sociale est une prison, s'il n'y a d'évasion et de liberté pour l'individu que dans le fait d'échapper à la pression sociale, heureusement les riches arrivent un petit peu à mettre la tête hors de l'eau, parce qu'ils peuvent aller dans des endroits où on ne les persécute pas à coups d'impôts, etc. Bon. Si effectivement la vie sociale est une prison, telle que pense le réalisme vulgaire, ça veut dire, conséquence, que la politique, comme telle, n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de bien commun. Ça, c'est très, très important. Si vous êtes conséquent dans l'attitude qu'on entend, qui est souvent décrite, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire de la politique. La politique, au sens républicain, qui consisterait à dire la politique est la recherche d'un bien commun, une politeia, une res publica, c'est-à-dire quelque chose, d'un intérêt qu'on puisse partager. Tout ça, c'est de la connerie, ça n'existe pas. L'anthropologie du réalisme, elle est porteuse, je jargonne pour le coup, elle est porteuse de la négation de la politique. Il n'y a pas de politique. La politique, c'est sauf qui peut. La politique, c'est chacun pour soi, ça peut être utile de faire croire aux autres que c'est autre chose, ça permet de sentir un peu mieux. Première conséquence, la question politique disparaît. Deuxième conséquence, qui est solidaire, la morale n'existe pas. Il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire que, là encore, si en effet la justice, selon la nature, c'est l'accumulation de plaisir, etc., et si face à ça on n'a que des conventions sociales très précaires, ça veut dire que la morale n'existe pas, que tous les discours sur la morale, on nous dit par exemple qu'il faut, je sais pas, ne pas mentir, ne pas trahir, être fidèle, etc. Tout ça, c'est des absurdités, c'est des bêtises qu'on nous rentre dans le crâne pour arriver à nous discipliner. C'est en ce sens-là où on retrouverait, par exemple, dans ces pages-là de Platon, toute la critique de la morale qu'on a chez Nietzsche. Nietzsche va vous dire, bon, voilà, la morale, c'est un truc pour discipliner les gens, c'est fait pour brider l'effort. Là encore, Glaucon examine cette thèse en disant, si cette thèse est la vraie, nous ne devons rien à des mots ou à des compromis. Nous ne sommes pas tenus par des choses qui seraient la nature humaine, l'humanisme, etc. Cela ne nous tient pas. Nous n'avons de responsabilité ou de devoir qu'à l'égard de notre nature. Et notre nature, c'est de satisfaire tous nos désirs. Donc ça va très loin. C'est-à-dire que ça vide de sens toute la morale. Nous ne devons finalement rien en vérité aux choses de la morale, peut-être simplement un respect de convention. C'est ce dont parlera Adimante tout à l'heure, dans la suite du texte. Il va dire, en gros, il ne faut pas dire aux gens que la morale, c'est n'importe quoi,
il faut être poli, il faut suivre les rites extérieurs, mais voilà, les gens instruits savent qu'il n'en est rien. C'est en ce sens-là où on pouvait respecter, je sais pas, au XVIIe siècle, on pouvait respecter la religion catholique en disant, bon, voilà, c'est important de dire ça. Mais quand il s'agit d'agir pour soi-même, on ne va pas commencer à avoir une étude évangélique. Ça faisait marrer les catholiques, dans les protestants, croire à la morale, etc. J'ai bien compris que pour eux, c'était, du moins à l'époque, c'était un peu autre chose. Bon. Donc la justice réelle, c'est de vaincre. Le sage est donc soit l'honnête homme est soit un fou, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi un malade. Nietzsche va dire justement que le moralisme des philosophes, c'est une maladie. Il faut être mal dans sa tête pour tenir le discours de Socrate. C'est ce que va dire Nietzsche, ce que dira par exemple un personnage du Gorgias qui s'appelle Calliclès. Donc le sage ou l'honnête homme est soit un fou, un cinglé, soit un naïf, qui est bon qu'à être trait, à se faire avoir. Il est donc simplement un idiot qu'on va duper. Et en ce sens-là, il n'y a pas de morale, pas de devoir, on n'est pas tenu de remplir ses devoirs. On n'est pas tenu de payer ses impôts. On les paye parce qu'on n'a pas le choix. Un riche qui... Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je file un peu cet exemple là, sur lequel j'improvise un peu, l'évasion fiscale, au nom de quoi, en un sens, on peut le reprocher. C'est pas évident de dire, évidemment, on peut sortir le devoir de la patrie, etc. Il y a des choses, il y a des opinions directes qui vont sortir. Mais philosophiquement, comment est-ce qu'on peut défendre un devoir on peut le faire, hein, mais c'est pas l'objet ici. Mais c'est-à-dire que nos jugements moraux qui vont condamner, je sais pas, un tennisman qui va mettre à l'abri ses millions, bon, au nom de quoi est-ce qu'on peut les porter en vérité ? Au nom de quoi est-ce qu'on peut les défendre ? Ben, c'est ça le défi moral. C'est d'essayer de fonder en nature un devoir à l'égard de la société. C'est pas évident si on souscrit à cette thèse qu'on en ait beaucoup. Troisième point, après donc les conséquences sociales, enfin politiques, les conséquences morales, les conséquences, j'allais dire presque pratiques. Une fois que vous avez détruit la morale et la politique, qu'est-ce qui reste ? Il reste des questions techniques. Tout le problème moral, tout le problème politique, cesse d'être un problème de sens, un problème de liberté. Ça devient une simple question technique, pratique. Comment est-ce que je peux parvenir à sortir de mon état de contrainte ? Comment est-ce que je peux parvenir à en prendre le maximum pour en faire le minimum ? Ça suppose pas mal d'intelligence. Ça suppose de rationaliser ses comportements, j'allais dire, de manière, je le répète, pouvoir tirer un maximum de plaisir en ne payant qu'un minimum de devoirs. Ça devient ça le problème moral, le problème politique. Hein. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'en tirer le mieux pour le moins cher ? C'est le rapport qualité-prix, si vous voulez. Hein, il n'est plus ici question de devoir. Il est juste savoir comment est-ce que je peux sortir de ma propre contrainte ? Est-ce que j'aurai assez de pouvoir pour pouvoir inverser la vapeur ? C'est-à-dire être un peu moins du côté de ceux qui subissent et un peu plus du côté de ceux qui font la fête, hein, à qui ça rapporte ce système. Hein. Et cette question-là, cette question technique, elle apparaît dans le champ de la morale sous une figure que je trouve extrêmement fertile, parce qu'elle traverse la République, elle traverse Platon, puis elle traverse une bonne partie de la littérature universelle, c'est la figure de l'ambition. Hein, ce que je trouve incroyable, intéressant dans cette question du réalisme, c'est que c'est d'une part quelque chose qui est dit, je l'ai dit, qui est répété mais qui n'est pas compris, et s'il est compris, il amène à réduire toute la question de la vie humaine à une question d'ambition. Comment je peux arriver à parvenir ? Comment je peux m'en sortir ? Comment je peux réussir ? Un type comme des gens comme Glaucon, des gens comme Alcibiade, c'est des ambitieux. C'est des gens qui disent, voilà, moi je suis intelligent, je suis pas un imbécile, je peux aller très loin. Comment faire ? Ce qui inquiète Alcibiade, ce qui inquiète tous les ambitieux qu'on croise dans la littérature, c'est justement se dire, est-ce que là je suis bien placé ? C'est une inquiétude, mais finalement toute l'anthropologie, toute la science, toute la réflexion est mise au service de l'ambition. Comment je peux arriver à devenir, comme Obama, président des États-Unis ? Ça va quand même être quelque chose. Mais c'est du boulot, hein, c'est 20 ans de travail, de ruse, etc. Hein. Bon, on a un exemple français aussi qui est assez intéressant là-dessus. Bref, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, le réalisme vulgaire, compris
de manière philosophique, nous amène à comprendre que la seule question qui se pose à un être humain, à partir du moment où il souscrit réellement aux thèses que je viens de développer, c'est la question de l'ambition. La nature, il faut être ambitieux, et la nature récompensera les natures qui sont supérieures par le succès. C'est ça la justice de l'ambition, c'est que je crois, la fortune sourit aux ambitieux, que ceux qui osent, ceux qui ont du courage, de la ruse, de l'intelligence, ils décrocheront le jackpot. Ils iront jusqu'au sommet. Parce que la nature, justement, a cette justice propre qu'elle récompense ceux qui vivent selon elle. Si vous vivez comme un véritable injuste qui veut en gagner le maximum, la nature vous récompensera. Et puis dans son impartiale justice, qu'est-ce qui arrivera si vous êtes un mauvais ou un nul? Vous serez puni. La nature punit les losers. C'est ça la morale de l'ambitieux. Si vous êtes mauvais, vous resterez parmi la caste des gens qui subissent. Si vous avez fait vos preuves, si vous êtes intelligent, si vous êtes rusé, si vous avez du courage, si vous êtes capable de bousculer un peu les conventions tout en étant un peu hypocrite, etc., vous parviendrez. C'est ça, Julien Sorel, c'est ça son truc. Il est éveillé à l'ambition par la figure de Napoléon, et il se dit justement, moi je serai intelligent et très calculateur, il calcule tout, jusqu'au moment où on voit qu'il a une nature qui n'est pas celle d'un ambitieux. C'est-à-dire qu'il est beaucoup trop sincère et moraliste. À un moment, ça lui échappe. On a beau être hypocrite, il y a un moment où, effectivement, voir la bêtise qui se répand sous vos yeux, et vous avez envie de... la bêtise, l'injustice, il se trahit, il se fait avoir. Bref, je termine cette réflexion sur le réalisme naïf, sur le premier paragraphe, par le fait de développer un exemple dont je parle beaucoup en fait en cours quand je veux expliquer ça simplement, parce que tout le monde comprend, c'est la question de la fraude dans le métro. Voilà, c'est facile, quand vous demandez une classe de terminale, pourquoi vous payez votre ticket? Jamais ils me disent qu'ils ne le payent pas, mais bon, des fois ils le payent, mais pourquoi payer? Essentiellement parce qu'il y a des contrôleurs. C'est donc par faiblesse que l'on va payer son ticket, c'est-à-dire par faiblesse ou par ruse. Il y a deux manières. Soit vous vous dites j'ai peur d'avoir mon amende, soit vous vous dites c'est pas un bon calcul, etc. Je vais avoir des ennuis. Bon, bref. Donc c'est par faiblesse. Mais deuxième question, si on leur dit s'il n'y a pas de contrôleur, est-ce que vous payez votre ticket? On répond non. On va quand même pas filer 3 euros ou je sais pas quoi alors qu'on risque rien. C'est donc supposé, là encore, on est dans le réalisme moral. Il est très inconscient chez tout le monde, mais philosophiquement on essaye de statuer dessus. Ça veut donc dire que payer son ticket n'est ni un devoir moral, ni un devoir civique. C'est pas un devoir moral parce que rien ne nous tient moralement à payer, sinon la contrainte. Et deuxièmement, ce n'est pas un devoir civique. Alors moi ça m'a été démontré, j'ai un élève intelligent je lui dis c'est quand même un peu embêtant, si tout le monde ne paye pas, il n'y aura plus de métro parce qu'on ne pourra plus le financer. Et j'en ai dit moi je fraude, mais je sais qu'il y en aura toujours pour payer. Ça c'est formidable, le type a compris. Il y en aura toujours pour payer, c'est-à-dire que c'est pas un devoir civique. Il a compris, lui c'est un ambitieux, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait l'essentiel de la population sont là pour se faire avoir. Il dit voilà, me sortez pas cette espèce d'argument en disant ah là là, mais si tout le monde faisait comme vous. Il sait bien que dans leur nature, la plupart des gens ne vont pas se comporter comme ça, qui sont des agneaux dociles. Et donc il sait bien qu'il continuera à y avoir des métros, quand bien même lui il frauderait. Parce que lui il a le courage de passer la barrière. Alors qu'il y a les petits qui le craignent. Bon, voilà. Donc ce n'est, là encore, je développe, c'est ni un devoir moral, ni un devoir civique. Mais il faut aller au bout. Le problème du fraudeur, le vrai problème du fraudeur, c'est pas de prendre le métro pour le meilleur tarif. Le problème du fraudeur, qu'est-ce que veut un fraudeur? C'est pour vouloir aller où il veut se rendre, sans payer grand-chose, au meilleur coût. S'il est ambitieux et intelligent, il comprend que le problème, c'est pas de prendre le métro, de frauder dans le métro. C'est qu'il faut parvenir à trouver un système pour qu'on nous paye nos déplacements gratuitement, sans avoir justement à risquer l'amende, etc. Ça veut dire quoi? Que le fraudeur conséquent, c'est pas celui qui saute la barrière, c'est celui qui a réussi à parvenir à un statut où vous avez un chauffeur. Parce que là, vous n'avez plus besoin,
n'avez plus besoin de passer le métro, il suffit que vous appelez votre chauffeur, vous dites Charles, je veux aller à tel endroit, et puis il prend sa voiture, et puis il vous guide. C'est ça, être un fraudeur conséquent, c'est comprendre qu'on ne va pas passer sa vie à frauder dans le métro, il faut avoir un peu d'ambition. C'est ce qu'il faut dire aux truands. Et là encore, on en rencontre quelques-uns qui ont compris que le problème, c'est pas de passer une grille. Le problème, c'est de parvenir à conquérir sa liberté. Donc, si on va jusqu'au bout du problème, à partir du moment où on souscrit à cette forme de réalisme, le seul problème qui se pose, c'est de savoir comment être servi. Comment parvenir à ne plus se faire avoir. Et donc, il faut obtenir le pouvoir. C'est ça qu'incarne finalement la figure du tyran. Parce qu'on voit bien en quoi est-ce que justement, l'ambitieux veut dire, la première forme de l'ambition pour les élèves, puis la forme qui est la plus répandue, c'est ayez un beau métier pour avoir un bon travail ou un bon salaire. Pour avoir un bon salaire, aujourd'hui, il faut être footballeur, acteur, je sais pas, il ne faut pas forcément faire des études. Il y a des moyens de gagner de l'argent comme ça. Donc il y a des élèves rationnels qui disent, voilà, on me demande d'être ambitieux, on me demande de sortir de mon truc, donc je vais faire du mannequinat, je vais faire du foot, je ne sais rien, c'est rationnel. Mais cette première image de la puissance, qui est l'argent, finalement elle est toujours seconde, parce que l'argent, si vous payez un chauffeur, vous êtes toujours, il faut être très riche pour ne pas y faire attention. Non, le vrai pouvoir, c'est pas le pouvoir de la richesse, c'est le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique, c'est justement un pouvoir où vous n'avez plus rien à dépenser. Vous ne devez rien à l'autre. Si vous payez votre chauffeur, c'est votre employé. C'est-à-dire qu'il a un coût, etc. Bon, voilà. Je file cet exemple. Alors que si vous êtes président de la République, ou je sais pas, député, etc., et que vous avez une voiture de fonction avec un chauffeur de fonction, vous ne devez rien, il fait son job. C'est pas vous qui le payez, c'est un honneur qu'on vous rend. Et son devoir, c'est de vous obéir. Il y a pas de, évidemment, il y a des droits syndicaux quand même là-dessus, c'est pas le Moyen-Âge. Mais ce que j'essaie de vous suggérer, c'est que si on est logique avec soi-même, au cœur du réalisme, qui est là encore ce qu'on entend tout le temps, si on le prend au sérieux, si on va jusqu'au bout, ça veut dire que la moralité consiste à prendre le pouvoir, à être tyran. C'est pour ça que la grande question que se pose Platon à travers son œuvre, c'est de dire, est-ce qu'il faut être un tyran ou est-ce qu'il faut être un sage ? Quelle est la meilleure des vies ? Alors pour nous, ça va, on peut se la poser cette question. C'est pas très... C'est pas... Oui, si, peut-être, ouais. Mais toi, peut-être. Mais pour nous qui sommes un peu, j'allais dire, noyés dans la masse, la question, elle a une dimension théorique. Quand vous êtes Platon, qui est par son nom, enfin dont l'oncle est Critias, qui était tyran, qui a pris le pouvoir en 403 à Athènes, etc. Si vous êtes Glaucon, qui est de la même famille, où on vous dit oui, on peut arriver au pouvoir, la tyrannie, c'est-à-dire quand on est suffisamment sûr de soi, habile, éloquent, on peut prendre le pouvoir, le vrai. Ça ne se pose pas d'un point de vue qui est théorique. C'est une possibilité. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas se leurrer. On lit des textes de personnes qui se sont posées des questions morales. Pour qui la tyrannie n'était pas une vue de l'esprit ou un mot qui appartient au vocabulaire de l'analyse philosophique ou morale. C'est une possibilité qui nous est ouverte, en un sens. C'est-à-dire que les tyrans, ou justement le pouvoir absolu sur autrui, c'est quelque chose que toute société ménage. C'est encore ouvert. La tyrannie, on peut y accéder. Et après, politiquement, on peut essayer de penser s'il est légitime de lutter contre elle, ou en tout cas comment lutter contre elle. Bon, c'est un autre problème. Donc, c'est en ce sens-là où j'ai essayé de vous faire comprendre, et vous le verrez quand on rencontrera Thrasymach, c'est que Glaucon, c'est pas un Thrasymach. Thrasymach, c'est un ambitieux qui est inconscient. C'est un petit jeune qui fait des moulinets rhétoriques parce qu'il a envie de gagner un peu d'argent et qu'il est agacé par le moralisme. Mais ce qui est différent chez Glaucon, c'est qu'on a ici un homme d'une nature supérieure, beaucoup plus noble, qui a compris en quoi est-ce que qui a compris moralement son choix. Il se borne pas, c'est pas un élève qui vient de, c'est pas un élève un peu socialement favorisé qui rentre à HEC en disant bah oui, ça, qui s'est jamais posé la question. Là, on a quelqu'un qui a mesuré intellectuellement, moralement, l'ampleur de la question morale. Il se dit voilà, si la meilleure des vies, moi je suis ambitieux, j'ai le courage, il n'a pas peur, Glaucon, ça c'est sûr. Et la question c'est de savoir est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout. Ça amène
à comprendre en quoi est-ce que Glaucon est philosophe, et que la philosophie, c'est à la fois le désir d'être sage qui affronte le risque ou la tentation de la tyrannie. Et qu'il s'agit de trancher donc en raison la question du juste, dans toute son ampleur, c'est-à-dire prouver qu'il y a une exigence morale qui soit effectivement conforme à notre nature. Donc que cette exigence morale, ce ne soit pas celle de l'ambition. Je m'explique. Le défi qui est lancé à... Je l'avais dit, le défi qui est lancé à Socrate par Glaucon, c'est de se dire, dans la nature humaine, il y a un autre désir, il y a une autre force qui fait que, en effet, l'ambitieux aura la pire des vies. Il faut que tu m'expliques, Socrate, il faut que tu m'expliques pourquoi est-ce que le réaliste a tort. Pourquoi est-ce que la nature humaine, loin d'être justement celle que j'ai décrite de manière... J'ai essayé de forcer le trait pour bien faire comprendre ce passage, montrer en quoi est-ce que la nature humaine n'est pas simplement cette espèce de vie larvaire, toujours plus ou moins craintive, toujours plus ou moins soumise, dont on ne pourrait sortir que par des coups d'injustice pour parvenir enfin à être tyran. Il faut que tu m'expliques ce que tu sembles suggérer, c'est-à-dire que j'ai complètement tort sur ce que c'est que la nature humaine. Parce que ce qui est assez fascinant dans le texte de Platon, c'est que Glaucon, qui est, là encore, un homme qui moralement a beaucoup plus la stature d'un tyran qu'un type comme Thrasymachus, Glaucon est arrêté par Socrate. Au lieu d'aller faire sa carrière, il est là en train de parler avec Socrate, parce que Socrate incarne, ce qu'on pourrait retenir, une forme de reproche ou de mystère, ou de mystère vivant qui s'oppose au réalisme vulgaire. Socrate, c'est la réfutation en acte, mais une réfutation mystérieuse de tout ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui va préférer être condamné injustement à mort plutôt que de céder aux accommodements, plutôt que de vivre une vie, normale, faite de la médiocrité normale, ou au contraire de mettre son intelligence, parce qu'il est quand même rusé, Socrate, de mettre cette intelligence au service de son ambition. Pourquoi Socrate agit comme ça ? Pourquoi est-ce que même, quand, vous connaissez peut-être l'anecdote, quand 3 jours avant son exécution, vous avez Criton, son vieil ami, qui arrive loueur de l'aube en disant écoute, on a soudoyé le geôlier, si tu veux, on t'évade. Donc comme ça, après, tu vas aller vivre en exil, la cité Athènes va te foutre la paix. Et Socrate dit non, je suis bien dans ma prison, et je préfère mourir en tant qu'honnête Athénien plutôt que vivre en exil, survivre, mais avec l'injustice, qui serait de fuir. Vous lisez le texte, le Criton, c'est génial. Le Criton se dit, mais... Parce que Criton, il l'aime, c'est son ami. Il dit, mais t'es cinglé. Enfin, mieux vaut la vie que cette espèce de sacrifice inutile. Qu'est-ce que tu crois ? Les Athéniens, ça leur fera pas plus plaisir. Ils ne comprennent pas ce dont il est question. Pourquoi tu veux mourir bêtement dans cette prison, alors que là, on te permet de t'échapper ? Bon, ça, c'est un mystère. Est-ce que c'est qu'il est complètement fou ? Est-ce que c'est du fanatisme moral ? Est-ce que il fait ça pour se la raconter en disant regardez comme je suis courageux ? À la fois oui et non. Bon, là encore, on est revenu à cette incertitude, à cette ironie, etc. Mais Glaucon, il est arrêté par la figure de Socrate. Il a pas tranché, il n'a pas décidé. Il ne sait pas s'il a affaire à un espèce de pitre moralisant, au fond assez risible, ou est-ce qu'il n'a pas devant lui un homme, peut-être un des seuls hommes, justement, qui ait été. Donc, Glaucon a ce soupçon-là, c'est ça qui le rend noble. Il ne sait pas si Socrate n'est pas en fait le secret de la vraie vie. Donc ce qui arrête Glaucon, c'est le soupçon que peut-être il se trompe sur la nature humaine. Et on va voir que c'est compliqué, parce que le reste du texte va être une réponse, une réfutation de l'anthropologie que j'ai décrite, cette vision de la nature humaine comme étant, au fond, une nature serve, une nature esclave, une nature mauvaise, etc. Donc le reste de la République est la réfutation de ce discours-là. C'est une manière de percer ce mystère qu'est Socrate. Alors comme c'est très bien écrit,
jusqu'au bout, on ne sait pas si Socrate ne se paye pas notre tête, essayer de percer ce mystère de cet homme qui semble obéir, mais d'une manière noble. C'est ça un peu mon dernier point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une obéissance qui ne soit pas fruit de la lâcheté? C'est-à-dire d'un type qui paye son ticket de métro, pour reprendre mon exemple, parce qu'il sait que c'est bon. Et parce qu'il paye son ticket de métro comme vous prenez une douche en vous disant ça fait du bien. C'est quand même bizarre. Donc, l'idée à travers Socrate, c'est donc de sauver la moralité de la critique adressée à la moralité par l'ambitieux. La République est donc une réponse au discours de l'ambitieux dans ces deux aspects. C'est une réponse à la morale de l'ambition, qui est tous pour moi, d'une certaine manière, et j'irai jusqu'au bout. Morale qui est une noblesse. Il ne s'agit pas de moraliser. Un homme courageux qui est capable de faire preuve d'audace pour marcher sur la tête des autres et arriver le premier, ça force l'estime, ça peut forcer l'admiration. Donc il y a une noblesse. Mais, là encore, Socrate va proposer autre chose. Donc réponse à la morale de l'ambitieux, et aussi, ce qui peut nous intéresser autant ou davantage, une réponse à la politique de l'ambitieux. La République, un des enjeux de la République, c'est d'essayer de montrer que la vie commune n'est pas la lutte des forts contre les faibles. N'est pas l'espèce de chaos, même si l'histoire nous semble toujours répéter la même chose, n'est pas une espèce de chaos où les faibles se font marcher dessus pour le plus grand profit de tyrans plus ou moins fous, plus ou moins ambitieux. L'enjeu de la République, c'est de sauver l'idée que, je l'avais dit la dernière séance, que la vie sociale peut être autre chose que la guerre. L'enjeu, c'est de sauver la possibilité de la paix. C'est-à-dire que de penser une forme de vie sociale où les lois ne sont pas, les contraintes nécessaires, amères, qu'il nous faut bien prendre sur nous, mais qui sont au contraire la clé d'une vie heureuse pour tous. Aimer les lois. C'est ça le paradoxe du Criton. Socrate nous dit, moi je ne peux pas trahir les lois, je les aime. Je les aime comme ma mère. Criton lui dit, on va y aller là, parce que il y a quand même, la garde va être relevée, etc. On parle de ta mère après, là, quand on est dehors. Il dit, non, mais je peux pas trahir ma mère. C'est la prosopopée des lois. Donc, bon, bref. Donc, je termine là-dessus. Voilà pour le fond du problème moral. Je vais dire quelques mots, parce que je veux parler encore entre 5 et 10 minutes, puis après on discutera de ça. Quelques mots du texte lui-même. Vraiment, il faut le lire, puis il faut y revenir. Le beau texte du récit de Gigès. Toute cette thèse philosophique que j'ai développée, Glaucon, pour la faire comprendre, prend un bel exemple littéraire qui est l'histoire de Gigès, l'histoire de ce brave gars qui découvre un anneau magique et qui devient le pire des hommes. Donc c'est une petite parabole. Alors, je vais prendre quelques éléments. Si on y est. Donc, il était berger, Gigès était berger au gage de celui qui alors dirigeait la Lydie. Et après qu'une forte pluie se fut abattue, causant un glissement de terrain, un endroit de la terre se déchira, et que s'ouvrit une béance dans le lieu où il faisait paître. La voyant, il s'émerveilla et y descendit. Il y aurait vu, parmi d'autres merveilles que rapporte l'histoire, un cheval de bronze évidé, percé d'ouverture. S'y penchant, il aurait vu que s'y trouvait un cadavre, apparemment plus grand que n'aurait été un homme, et qui ne portait rien, si ce n'est à la main une bague en or, etc. Le récit est un récit fantastique. Globalement, vous avez un berger qui trouve un ovni écrasé dans son champ, et qui trouve un extraterrestre avec un super... avec un objet technologique formidable. Bon, on est dans la science-fiction. Ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez, l'anneau de Gigès, son pouvoir, c'est de rendre invisible. Pourquoi le pouvoir suprême, c'est d'être invisible? C'est parce que Socrate l'a un peu... Enfin, je l'ai un peu dit... j'ai essayé de le dire à travers mon interprétation précédente du texte. Le pouvoir, c'est la capacité d'échapper à la pression des autres, au regard d'autrui. Ce qui est inestimable, c'est de pouvoir se dissimuler. Parce que se cacher dans les apparences, se draper dans les apparences, devenir invisible, inassignable, faire en sorte que jamais on ne puisse vous dire « toi tu as été ça, tu as dit ça », en disant « mais non, tu dis je suis plus là, tu parles d'un autre », etc. Cette manière toujours de fuir, c'est ça le pouvoir. Parce que si vous parvenez à devenir invisible, avoir une identité fuyante, à aucun moment vous ne donnez des prises au pouvoir.
Donc, l'anneau magique, l'invisibilité, c'est la clé du pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il le met en scène à travers cette fiction un petit peu fantastique, un petit peu X-Files, extraterrestre et tout. Bon, c'est parce qu'il y a un mystère du pouvoir. Il y a un mystère du pouvoir. Les gens puissants, et même, j'allais dire, l'apprentissage du pouvoir, c'est-à-dire l'accès, le fait que le jeune ambitieux va devenir petit à petit un homme puissant, c'est quelque chose d'assez fascinant et un peu effrayant. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'appareil mythologique. C'est que Platon nous dit, c'est un message qu'il envoie aussi aux ambitieux, vous allez être un peu impressionné au début. Au début, c'est quand même un peu bizarre. Vous rentrez, je sais pas, dans les grandes écoles, dans les cabinets, là, vous êtes petit. Bon, il y a une forme de fascination. Mais rassurez-vous, quand vous aurez vaincu cette peur-là, vous avez été assez courageux pour prendre de la main du cadavre l'anneau, que vous apprendrez à jouer par vous-même avec le pouvoir de l'invisibilité, ça va aller mieux. J'avance un peu plus. Au début, donc il a pris son anneau et il ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'il a acquis le pouvoir, la capacité à échapper au regard d'autrui, il ne le sait pas encore. Il le tient sur lui, mais il regarde ça comme une capacité anodine. Ça va vous montrer que c'est le cadre de la formation qu'on donne aux élites en général. Au début, ça impressionne un petit peu, puis après, on se dit, c'est quelque chose, on ne voit pas où ça mène. C'est qu'après, il va falloir en faire l'épreuve. Regardez un peu dans la suite du texte. Il jouait machinalement avec la bague et il tourne par hasard le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main. Et là, paf, il se rend compte que les autres parlent de lui comme s'il venait de disparaître. Alors, après, il réessaye. Il se dit, je vais être sûr de mon coup. Et à partir du moment où il l'a fait 2-3 fois, il a compris que ça marchait, qu'est-ce qui se passe ? Là, il reprend du courage. Je file cette trajectoire de Gigès, la bonne nature qui est progressivement corrompue par son expérience du pouvoir. Au début, fascination initiale, on lutte contre la peur du pouvoir, et puis on en fait l'épreuve. On teste. Il y a une c'est ça que je trouve intéressant, il y a une prudence de l'ambitieux. L'ambitieux, c'est pas le cinglé qui veut tout de suite. C'est au contraire celui qui sait qu'il faut quand même éprouver un petit peu son pouvoir, et notamment s'entraîner à devenir invisible. C'est ça que symbolise un petit peu, si vous voulez, le fait qu'il joue avec sa bague. C'est qu'il faut qu'il domestique ce pouvoir-là. Il y a une prudence, il y a une prudence donc de l'ambitieux. Gigès va se rassurer en jouant plusieurs fois avec son bijou, et ça veut donc dire qu'il n'est pas courageux en lui-même, qu'il se rassure progressivement en disant là j'en suis une position où ça va un peu mieux. Dernier point, qui est peut-être le plus essentiel, je vais très vite. Ce qui est intéressant, c'est que Platon est assez long quand il décrit la scène de découverte, de pratique du pouvoir. Et puis alors, dès qu'il en est sûr, ça va vite. Allez, paf, il va trucider le tyran, il prend sa place, et hop, il règne, c'est vite fait. C'est-à-dire que quand vous avez compris ce que c'est que le pouvoir et que vous le maîtrisez, c'est tout de suite soit la catastrophe, soit l'apothéose. C'est à vous de voir. Mais donc, je reviens là-dessus. Cette parabole sur l'invisibilité, elle ne doit pas nous égarer. C'est que on sait bien que la puissance, elle ne vient pas des anneaux magiques et il ne faut pas attendre d'avoir une soucoupe volante qui se crache dans votre jardin pour accéder au pouvoir. L'invisibilité, elle n'est pas magique. Elle est au contraire une capacité qui découle de l'ambivalence que je vous ai décrite entre la loi et la nature. Ça fait que l'homme n'est pas sûr de ce que c'est que le réel. Vu qu'il y a une incertitude entre ce que les gens disent de ce qui est, entre ce qui est et ce que les gens disent qui est, ce jeu-là autorise toutes les forfaitures, tous les jeux. Et c'est en ce sens-là où l'invisibilité, elle n'est pas magique, elle consiste à parler, à se draper d'apparence. Le grand pouvoir du discours, c'est qu'il fausse, il brouille le jeu. Et quelle est la condition ? On possède tous un pouvoir, c'est pour ça que les ambitieux, la conquête du pouvoir passe toujours par un usage de la parole, et il n'y a pas d'autre moyen. Un usage des préjugés ou des discours. Apprendre à parler, c'est apprendre à noyer ces actes d'apparence, c'est-à-dire justement à échapper à échapper à la pression extérieure, en sachant montrer qu'en fait, non, on est parfaitement honnête. Le drame, c'est aussi un peu ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que
comme je l'ai dit, la tyrannie n'arrive pas avec écrit sur elle « je suis un tyran, je vais exploiter le peuple ». Elle arrive en expliquant que voilà, on va faire le bien, que de toute manière il y a des réformes à faire, etc. Bref, il y a un discours qui est un discours en un sens hypocrite, ou si on veut, mais qui en tout cas est un discours qui parle du bien. L'art de la parole, c'est de pouvoir transformer ces actes, non pas les changer, mais de pouvoir les dissimuler de manière à ce qu'ils paraissent autres qu'ils sont. Nous possédons donc tous ce pouvoir d'être invisibles. Premier pouvoir de l'invisibilité, c'est le secret. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses en douce. Et pourquoi est-ce que le secret, c'est l'arme des faibles? C'est parce que ça ne tient pas. Vous pouvez, je sais pas, détourner de l'argent, planquer un peu quelques trucs, tromper votre femme en disant elle va peut-être pas le savoir, mais ça finit par, quelque part, ça finit par savoir. Ou, le secret, c'est une forme faible de tromperie. La vraie force, c'est de faire au grand jour des actes injustes en expliquant aux autres que, attendez, c'est pour leur bien. On s'épuise dans le secret, alors qu'à l'inverse, l'hypocrisie, l'art des apparences, c'est ça la conquête du pouvoir. Donc, l'invisibilité, c'est de faire l'injustice tout en paraissant faire le bien. C'est ce que Adimante décrira comme la meilleure des vies, quelques lignes après le texte. Il dira la vraie vie, c'est d'être injuste tout en faisant croire qu'on est juste. Comme ça, on gagne sur les deux tableaux. C'est le grand jour doublé du mensonge. Ce pouvoir, les sophistes ou les rhéteurs, ou ceux qui savent parler, ils le possèdent. Et donc c'est pour ça que la carrière des ambitieux passe, en un sens, par la carrière politique, qui est une carrière de parole. Il faut savoir parler. Le drame des petits truands, c'est qu'ils n'ont pas compris que la vraie arme, c'est pas le couteau, c'est pas l'opinel. Vous êtes des gaines petits si vous pensez que vous pouvez devenir un tyran à coup d'opinel. Par contre, coup de discours, là on peut aller loin. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on dit... je termine un peu sur ces choses un peu provocatrices. Le propre des grands voleurs, c'est qu'on les applaudit. Les voleurs qui vont en prison, c'est des nuls. Donc, c'est ce jugement-là qui est à l'œuvre ici. Je voudrais donc terminer là-dessus. Donc, ma conclusion. Le texte, il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, je me suis borné à 2-3 allusions littéraires, un peu sur le fonctionnement de ce récit. C'est super riche. Il y a notamment le fait que, de manière ironique, Glaucon reprend le thème du berger, qui était celui de Thrasymachus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il lui fait la leçon en disant « Toi, tu parles des bergers, moi, je vais t'en parler des bergers. » C'est une allusion aussi à une chambre d'écho qu'il y a entre le livre 1 et le livre 2. J'en reparlerai quand je parlerai de Thrasymachus. Donc, je conclue en disant quoi? Ce texte, c'est quoi? On l'a vu, c'est l'exposé d'un immense défi moral et politique, dont l'ombre, ou en tout cas c'est bien fait, juste après, Adimante reprend le relève, et vous avez Socrate qui fait une page pour dire mec, chapeau, vous êtes forts. Il y a un éloge de Glaucon et Adimante en disant vous êtes bien les fils de votre père, en disant vous avez une vraie noblesse. Mais il dit c'est encore plus incroyable que des types qui ont compris ce que je viens de vous dire soient là en train de m'écouter et qui ne soient pas en train de faire leur carrière. Donc il dit double. C'est un très beau passage, l'éloge, c'est un peu plus loin. Ouais. Donc c'est un immense défi qui va dominer tout l'ouvrage parce que la suite du texte est une réponse au défi lancé par Glaucon. Alors ce défi, on l'a dit, il a deux natures. C'est un défi moral, là encore. C'est un défi moral dans le sens où il va s'agir de montrer que la nature récompense le juste. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme, ici on parle du vrai, c'est ça l'objet de la philosophie, qu'en réalité, la vie du juste est plus heureuse que celle de l'injuste. C'est ça le défi. Il va falloir essayer de montrer que la nature, une anthropologie réelle, pas une anthropologie, l'anthropologie que je vous ai décrite avec conviction, il va s'agir de comprendre que c'est faux, tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, défi moral qui consiste à réformer cette anthropologie, je vais dire pessimiste, ou en tout cas cette anthropologie un peu noire de la nature humaine, pour lui substituer à ça une autre anthropologie qui montre en quoi est-ce que la nature punit les méchants, et que l'injustice est le pire des malheurs pour l'injuste.
C'est-à-dire que il faut comprendre qu'un type qui fait de l'évasion fiscale, ou qui ment, ou qui trompe sa femme, il est malheureux. Il est puni. Il n'y a pas à attendre qu'un dieu vienne derrière pour rétablir la balance. L'idée de Socrate, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une justice immanente qui punit les méchants, et que donc le juste aura effectivement la meilleure des vies. Autre problème, autre défi politique, après le défi moral, qui est de faire cesser la tension qui existe toujours entre la morale et la politique, c'est-à-dire entre le point de vue de l'individu et le point de vue de la société. On a bien vu que le réalisme vulgaire, il aboutit à une espèce de conflit. D'une certaine manière, les individus ne peuvent pas être en paix avec la cité. Parce que soit la justice donne force à la cité en contraignant les individus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la pression sociale, et là, la cité, elle est contente, mais les individus, ils font la gueule. Ça veut dire que l'ordre se fait contre les individus. Il faut de la répression, etc. C'est la seule manière que ça marche. Mais on n'est pas heureux quand on est réprimé. Donc, soit, dans la conception qu'on a vue, soit la cité n'a de la force que si les individus sont faibles, soit au contraire, elle donne force aux individus contre la cité. C'est-à-dire que l'ambitieux, c'est celui qui a vaincu la société. Napoléon, il allait jusqu'au bout. Et jusqu'en Russie. Donc, cette idée que le petit Corse, il n'était pas berger, mais un petit soldat corse qui arrive jusqu'à devenir empereur des Français et de la moitié de l'Occident, il a effectivement fondé une dynastie. Lui qui n'était rien est devenu roi, il a failli fonder une nouvelle dynastie royale, mais il l'a fait tout en brutalisant toutes les sociétés. C'est-à-dire que l'individu ne peut s'émanciper que contre la société. Ça, c'est la vision du réalisme, c'est qu'il n'y a pas de conciliation possible. Donc, s'il y a un intérêt à relever le défi de Glaucon, du réalisme, ça veut dire qu'il y a peut-être une paix est possible. Il est possible de penser une vie politique où la vie sociale et la vie morale ne soient pas en conflit permanent. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'être déchiré entre ce qu'on voudrait pour soi et ce qu'on voudrait pour tous. Qui est un problème qu'on trouve même il y a beaucoup de gens qui s'engagent sincèrement en politique et qui sont embêtés de voir qu'ils ont des intérêts d'ambition. Je veux dire, je sais pas, vouloir être député, des choses comme ça, et puis en même temps de voir peut-être sacrifier des convictions, intégrer des choses qui pourraient nuire à tous. Donc, ces deux problèmes nous montrent, et c'est mon dernier point, nous montrent donc l'unité du problème moral et politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre juste, il n'y a pas d'ordre, pas au sens de Ségolène Royal, il n'y a pas d'ordre juste sans capacité à faire son devoir en aimant les lois. C'est ça le défi, l'union républicaine des deux problèmes, c'est de dire que il est possible d'aimer les lois, de vivre en paix avec les lois, en sachant que c'est ça l'idée républicaine, pour le coup, c'est de dire que je peux agir en aimant les lois, peut-être comme Socrate qui disait aimer les lois comme il aimait sa propre mère. Et c'est en ce sens-là où ce triple défi, le défi moral, politique, et puis le défi républicain, celle de l'union des deux, est un peu ce que va essayer de relever Socrate dans la suite. Et ce défi va être relevé par une méthode qui est celle d'une anthropologie nouvelle. Tout de suite après ça, Socrate va dire il faut étudier la nature humaine pour résoudre ça. C'est interminable. Et comme c'est hyper compliqué, la nature humaine, on va étudier la vie des sociétés, parce que ce sont des formes de... la société représente à l'échelle plus grosse ce qui est en nous. Et après, on pourra... Voilà. C'est la justification de la méthode qui arrive juste après. Moi, j'en ai terminé pour ça, et puis on va passer à la discussion un peu...